Comment a commencé votre travail de recherche et de mise à jour des chants traditionnels italiens? Comment vous est venue l'envie de faire ça? Oui, en sortant d'une famille de compositeurs, de pianistes, de chefs d'orchestre, évidemment, j'étais complètement pleine de musique culte dans la tête, de musique de conservatoire classique que j'aimais en plus beaucoup. Quand j'ai rencontré des gens qui commençaient à faire la, la recherche, j'ai, je les ai connus parce qu'on avait fait à Rome un folk studio. Je suis allée à ce folk studio simplement pour jouer la guitare, pas pour chanter, parce que je n'avais rien à chanter. Petit à petit, ça commençait à me plaire, à me passionner, à chercher un peu de chant à Bruxelles, quand on allait à la montagne faire du ski. J'apprenais ces chants-là, je les rechantais, je les revoyais un peu, puis j'ai acheté le Henri d'Avançon, qui est un livre magnifique français, la première recherche sérieuse sur les chants de la Haute-Savoie. Ça m'a passionné. Puis j'ai rencontré, donc, parce qu'on m'a dit, écoute, à Milan, il y a une chose très intéressante. Vraiment, c'était Pasolini qui l'a dit. Très intéressante, ils sont en train de faire une recherche sur tous les chants populaires. Il y a une chanteuse magnifique, Giovanna Daffini, qui est une femme de lisière. Si tu pouvais aller à Milan la rencontrer, je ne suis pas allée. Je jouais dans l'orchestre, j'avais beaucoup à faire. Mais un beau jour, c'est eux qui sont venus à Rome pour écouter Pete Seeger qui venait au Folk Studio. Ils sont venus pour écouter Pete Seeger. J'ai absolument casuellement, j'ai chanté deux ou trois de mes chants que j'avais composés moi-même en plus, des faux populaires, mais sur la forme des chants populaires. Ils se sont intéressés, nous avons parlé, ils m'ont invité à aller à Milan, j'ai écouté les bandes qu'ils avaient enregistrées de recherche et je suis restée vraiment frappée. Et j'ai écouté ces choses, je me suis dit, mon Dieu, mais il y a un monde musical que j'ignore complètement. J'ai commencé à dire, moi aussi, je veux chercher ces choses, je veux voir pourquoi ils font ça, pourquoi ils chantent comme ça, pourquoi ils ont ces voix inouïes, d'où est-ce que ça vient cette voix. Je me suis intéressée beaucoup, je suis partie en Pouille. Mon premier lieu de recherche était la Pouille. Là, je suis tombée, elle avait été visitée, la Pouille, seulement par Carpitel en 1954, donc, et il avait déjà récolté beaucoup de choses, mais je ne le savais pas. En tout cas, je suis tombée sur un terrain vierge, et les gens m'ont chanté des choses très importantes, qui sont encore pour moi très importantes maintenant. Et petit à petit, c'est devenu mon métier. Mais j'ai continué malgré tout ça à écrire moi-même, parce que j'aime beaucoup écrire la musique et la faire chanter, à écrire musique vocale. Mais j'écrivais déjà pour le cinéma et le théâtre. Là, je continue à écrire aussi musique instrumentale. Et voilà, je suis musicienne, c'est mon métier. Vous dites, j'ai été complètement étonné. Qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce qui vous a Eh ben, frappé dans avant ça? tout, ce n'est pas un art, c'est une discipline nécessaire à la vie qu'ils vivent. Les gens de la campagne étaient nécessaires à la vie qu'ils vivaient. Donc, je l'ai appelé le chant nécessaire, parce que c'est un chant rituel qui les aide, dans les moments durs, à passer la journée, à chanter leur travail, à chanter pour propicier la pluie, le soleil, la bonne saison, la bonne récolte. Et donc c'est un chant rituel qui sert à accompagner les âmes de mort, à faire dormir les enfants, les berceuses. Et il ne chante que quand il y a la fonction. S'il n'y a pas de bébé, il ne chante pas la berceuse. Il chante avec la fonction. C'est un tout ensemble. Et donc c'est aussi un chant qui reste tel quel à travers le temps, parce qu'il est utile comme ça. S'il le change, ce n'est plus utile. Un des premiers concerts mettant en scène ces chants traditionnels dont vous parlez, ça a été Bella Ciao à Spolète en 64. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment s'est construit cette affaire et surtout quel effet ça a provoqué? Ah oui, Il me semble. elle a provoqué un scandale incroyable. On ne s'attendait pas à ça, mais vous savez, la guerre était terminée et il y avait peu de temps. Pendant la guerre, nous avons vécu degli scontri fortissimi nella popolazione. C'erano i fascisti italiani e i comunisti italiani.
c'erano i nazisti tedeschi che avevano fatto alleanza con i fascisti italiani. Quindi i comunisti erano nemici dei fascisti e dei nazisti. I nazisti hanno ammazzato un sacco di comunisti, i fascisti pure per fare piacere ai nazisti. Quando la guerra è finita, tout ça n'est pas terminé. Ils ont continué à se entretuer, communisti et fascisti. Nazisti étaient partis, mais le nazisme en Italie était resté l'idée. Et donc, ils ont beaucoup lutté encore. 45, même en 46, 47, ça a continué. Et puis, il y a eu la petite vengeance locale. Le type qui avait dénoncé, par exemple, l'espion, qui avait dénoncé aux nazis les partisans, ou qui avait dénoncé des familles de juifs, ils ont été tous éliminés. Et il y a eu des journées dures, très dures. Donc c'était très vivant encore, la brûlure de tout ça. Et les années ne sont pas beaucoup, parce que de 45 à 46 à 54, 55, il y a eu la reconstruction. Et puis voilà que commence un petit peu la reprise, donc un petit boom économique qui est devenu après très fort, et qui a permis de se mettre aussi à cultiver les arts. Avant, on n'avait plus rien cultivé. Dans les périodes de guerre, on ne cultive pas les arts. Et donc, on cultive l'acier. Donc, on a commencé finalement à penser à faire un spectacle de ce qui était pour nous, ce n'était qu'une recherche du matériel d'archives. Mais tout d'un coup, on s'est dit, mais ce matériel est vivant. Les femmes de l'Isère sont encore vivantes. Les bergers sardes sont vivants. Les partisans sont vivants. Mais allons sur scène, chanter tout ça. Parmi nous, il y avait Nanni Ricordi. Alors, ce nom dit quelque chose en Italie. C'est la famille Ricordi qui a une maison d'édition musicale des plus importantes dans le monde. Et donc, Nanni était venu parmi nous et il était passionné de notre recherche. Donc, il a dit, je vous amène à Spolète. Spolète était le lieu où allaient tous les intellectuels, les musiciens, les artistes, les intellectuels, c'est un lieu snob, intelligent, comme ça. Et nous voilà arrivés sur le plateau de Spolète, dans un théâtre à l'italienne d'une splendeur, vraiment una chicca, on dit en italien, c'était une chose magnifique. Et là, sur le plateau, au lieu d'être les chanteurs, étaient des bergers, des femmes de lisière, des ouvriers, et nous autres jeunes étudiants, on aurait dit, en tout cas fils de la bourgeoisie, mais amis de tous ces gens. On se met à chanter et le public devient un peu nerveux parce qu'il entendait des chants qu'ils n'avaient jamais entendus, des voix surtout qui étaient scandaleuses pour eux. Et tout d'un coup, on chantait un chant qui dit « Maudits messieurs les officiers, vous avez été des traîtres, vous nous avez envoyés mourir. Et nous sommes pour vous que de la chair, que de la carne pour les canons. » Et ça a créé une réponse immédiate du public. Des gens se sont levés et ont crié « Vive les officiers, vive l'Italie !» Et il y a eu les familles de nos amis, nos copains, qui étaient sur nel loggione, là-haut, comment ça se dit, je ne sais pas, au poulailler quand même, là-haut. Et ils se sont penchés en bas en laissant tomber des chaises sur la tête de ceux qui disaient « Vive l'Italie !» Donc immédiatement, ils se sont battus tous et ont commencé à crier. Et dans le vacarme général, nous, on était restés absolument étourdis sur le plateau à regarder ce qui se passait sous nos yeux. Et une dame a crié une chose intéressante, intelligente, parce qu'elle a dit « Je n'ai pas payé un billet de 1000 lire pour écouter chanter sur scène une femme de chambre, qui était Giovanna Daffini, la femme de Lisière. » Et ça m'a fait comprendre ça. J'ai dit « Ah, voilà pourquoi je suis si passionnée de tout ça. » Parce que c'est vrai, c'est la voix des femmes de chambre, c'est la voix des bergers, c'est la voix des charretiers. Mais quelle belle voix, quelle belle différence de timbre, quelle belle intelligence musicale qu'ils ont. Mais là, il y a une culture. Et ces gens-là nient cette culture, parce qu'ils l'ont toujours niée. Et parce que c'est une culture pauvre. Et eux, ils veulent la culture des riches, une culture puissante, une culture de pouvoir.
Et il nie forcément une culture qui n'est qu'une culture de collectivité, qui est une culture qui pourrait faire un beau jour une révolution et aller contre eux. Et j'ai compris là si clair ça, et je me suis dit, je veux l'étudier bien. Il faut que donner de la, comment dire, redonner de la onorabilité. Il faut la rendre di nuovo degna, questa cultura degna, non è affatto una cultura da disprezzare, ce n'est pas à mépriser. Et je me suis mise à étudier ça, je continuais toujours à jouer la guitare, à travailler, à écrire des choses pour moi, pour le théâtre, pour le cinéma, mais à étudier surtout ces choses-là et à les enseigner. Et voilà. Quelles sont les principales difficultés pour chanter et enseigner cette musique que vous avez enseignée, que ce soit, enfin, vous continuez à Rome et vous l'avez enseignée aussi en France? Je dirais que la particulière difficulté est simplement un fait qu'il faut enseigner une mentalité, une culture qui est liée à cette musique et qui n'est pas conciliabile con la nostra mentalità. Nous avons dans la ville une mentalité opposée, vraiment très différente. Donc, nous chantons par exemple vite, on ne peut pas chanter lentement comme ils font. Eux, ils chantent, une pause pour eux dure le temps d'une cigarette, pour nous une pause est une pause. C'est difficile, on parle deux langages vraiment inconciliabili, mais en même temps on est très attirato, nous sommes vraiment possédés par la beauté de cette culture et nous voulons la enseigner. Et c'est difficile d'enseigner le respect vers cette culture. Beaucoup de gens la chantent, la pratiquent sans même pas la connaître. Et ça, non, ça me donne une douleur vraiment. Il faut la connaître et donc c'est difficile d'enseigner en enlevant cette contradiction qui existe quand même. Que notre vie est très différente, que pourtant on ne peut pas utiliser ces chants sans connaître tout ce qu'ils veulent dire et sans enlever leur contexte. Il faut garder le contexte. Si ça servait, la berceuse servait à faire endormir l'enfant, pour nous, il faut respecter ça. Et la chanter quand on a un enfant à endormir. Ou bien sur le plateau, à la chanter en gardant surtout les spécifiques codes esthétiques de cette culture-là, sans la coloniser et la rendre notre culture, vous voyez? Alors justement, c'est ça qui est difficile. Qu'est-ce qui distingue ce chant-là du ça voilà. dure 2 jours pour vous expliquer ça. Non, mais je sais bien, mais bon, pour avoir déjà un peu... Et c'est totalement différent, c'est-à-dire que, par exemple, simplement, je vous donne 2 ou 3 exemples, ainsi que vous compreniez, dans la musique classique, il y a les mesures, dans la musique populaire, il n'y en a pas. Ce n'est pas le rythme qui existe, c'est la cadence qui existe, la cadence oratoire, la cadenza oratoria. Et dans la musique classique, on a des mesures qui servent pour chanter tous ensemble. Dans la musique populaire, on ne chante pas tous ensemble. Un seul chante et les autres se joignent à lui avec des basses de bordoni et des tierces qui l'accompagnent. Et dans la musique classique, il y a la forme chanson. Dans la musique populaire, ce n'est pas la forme chanson, ce sont des modes, des gammes sur lesquelles on raconte ce qu'on veut raconter, comme l'antique troppo, où le troppo était le mode du prêtre pour y chanter dedans chaque chose qu'il avait à chanter, l'épistola, l'évangile, les lettres, les salmi, vous comprenez? Donc è tutto diverso, ils sont très différents, très différents. Alors vous avez aussi parlé des gammes, vous dites que la gamme qui est utilisée dans ces chants-là, elle n'a rien à voir avec la gamme... Non, elle n'est pas diatonique, la gamme diatonique du do au do, avec les 2 demi-tons, entre la terza carte et les 6 et 7, ça n'existe pas dans le chant populaire. C'est des tons et demi-tons à peu près comme les nôtres, comme ceux de la gamme temprée, mais ils ne sont pas temprés. C'est-à-dire qu'ils les changent, ils les augmentent ou font plus petits, à selon de la position qu'ils ont dans le chant. Qu'est-ce que c'est que le miellisme?
Le mélisme. Le mélisme. Oui. Le mélisme, je le dis en francesisando le terme italien, je ne sais pas si c'est correct comme je dis mélisme. Et en italien, on dit il mélisma. Il mélisma, c'est un embellissement. Un embellissement très fréquenté, très fréquent dans le chant populaire parce que, dans le chant de la campagne, parce que il donne la caractéristique, la personnalité au chant. Le chant est riche de mélisme, exactement parce que c'est la forme sur laquelle le chanteur fait voir son habilité, sa capacité de chanter. Or, il y a des chants syllabiques et des chants mélismatiques, exactement comme le grégorien. Il y a un grégorien syllabique et un grégorien mélismatico. Le grégorien mélismatico, c'est le grégorien plus orné de l'église di Oriente, de la Chiesa di Alessandria. Le chant syllabique, c'est par contre le chant latin, le chant du nord, plus du nord, la Chiesa d'Occidente. Donc, il faut comprendre qu'au sud, il y a des chants qui sont totalement des mélismes, comme les Alléluia, qui durent une énormité. Ils viennent aussi comme une habitude du grégoriano, mais ils viennent aussi parce que c'est l'habitude des gens de mélismer comme ça en chantant. Et c'est très, très intéressant, très difficile à faire. Et c'est une façon de faire traîner la voix ou... Mais c'est une façon de porter beaucoup de notes. Ah, ça c'est un mélisme sur une seule syllabe. Vous comprenez? Sanctus, Sanctus, Sanctus. C'est mélismé. Et ça, c'est vraiment spécifique de la musique traditionnelle. Ah oui, c'est spécifique. Il faut penser aussi que l'embellissement dans la musique classique est absolument, comme si dit, on peut choisir de le faire ou de ne pas le faire. Dans la musique populaire, c'est fondamental. On ne peut pas rater ça. Parce que dans la musique, enfin, peut-être je me trompe, mais dans la musique classique, il y a aussi des effets de vibrato dans la voix. Ben, il y a des voix vibrato, d'un vibrato bâti, d'un vibrato, je l'appelle artificiel. Ce n'est pas artificiel, mais c'est étudié. Tandis que dans la musique du chant, par exemple napolitain, il y a le vibrato. Mais c'est un vibrato naturel qui naît un peu en imitation de l'opéra, parce que les Napolitains ont eu l'école de la mélodrame à Naples, donc ça a laissé quand même quelques signes. Tous ces chants traditionnels avaient une fonction rituelle dans les villages, bon, que ce soit pour les fêtes ou pour autre chose. Alors, comment arriver à... Et vous dites que c'est ça qui provoque l'émotion, d'une certaine façon. Non, c'est les battements qui provoquent l'émotion. Alors, allez-y. C'est quoi les battements? Mais vous me faites faire un autre cours ici. C'est long, hein? Mais je le tente. Non, mais moi, non. Bon, ok. Bon. Les battements, c'est une rencontre de voix bien épaisses, bien poussées, sur deux tons plutôt proches. Par exemple, une distance de deuxième ou de tierce, ça provoque beaucoup de battements. Le battement, c'est presque les ondes sonores carrées, presque. L'onde sonore du son est comme ça, sinusoïdale, n'est-ce pas? Douce, comme ça, comme une vague. L'onde carrée est carrée, elle est dure. Un son comme ça déclenche des ondes sonores carrées et pas sinusoïdales. Le chant, par contre, fait les ondes sinusoïdales. Quand on fait les battements, quand on fait ces notes très proches, et on les pousse bien, ça donne comme l'effet de la rumeur, donc des battements. Et ces battements frappent au système végétatif, neurosympathique, qui est ici. Et donnent une émotion, donnent des pulsations plus véloces, plus rapides, un peu de body sudore, par exemple, un peu d'émotion. Et les gens sont émotionnés, elles ne comprennent pas pourquoi. Elles me disent, mais quand j'entends jouer les cuivres, par exemple, qui sont bien forts et qui ont beaucoup d'harmoniques, elles provoquent de beaux battements.
et les voix poussées, comme ça, qui coupent l'air vraiment. Et les gens sont pris. Et ils me disent, ah, mais j'ai la chair de poule, mais j'ai ça, j'ai ça. Ils me demandent pourquoi j'ai ça. Et je dis, oh, parce qu'il y a des battements, simplement. C'est pas le mot, ce n'est pas l'intelligence là qui passe, simplement le corps qui réagit. Vous disiez tout à l'heure, s'il n'y a pas de bébé, on ne chante pas de berceuse. Ouais. Hein. En même temps, il y a des concerts qui sont organisés avec cette musique-là. Il n'y a pas de bébé, oui. Voilà, il n'y a pas de bébé. Donc comment on fait pour conserver l'émotion? Alors, écoutez, on est sur le plateau. Et on est sur le plateau parce qu'on choisit de le faire. Parce qu'on choisit de raconter une chose qui nous passionne. Ça m'a été expliqué encore par une femme, cette fois pas de la haute bourgeoisie, mais une des chanteuses, de lamentatrice de la Passion, de la semaine de la Passion de Giulianello, un pays à côté de Rome, où je les ai beaucoup chéries, ces femmes. Je les toujours les écoutées parce qu'elles chantaient magnifiquement. Elles avaient une très belle passion. Et elles la chantaient toutes ensemble, toutes marchant vers l'église, toutes revenant des champs, avec un enfant qui apportait un bouquet d'épines qu'elles offraient à la princesse qui habitait dans le château du pays. Et elles étaient toutes des travailleuses pour la princesse, qui leur donnait seulement une demi-heure de repos l'après-midi du vendredi saint pour faire cette procession. Donc elles revenaient des champs en portant ces épines qu'elles donnaient à la princesse. Je les ai enregistrées et vues, filmées des yeux quand elles sont passées en 68 sous mon nez, parce que j'étais là avec la voiture, et il y avait un embouteillage sur la route. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je sors de la voiture, j'entends ces cris venir d'en bas, et puis arrive ce groupe de femmes qui m'ont donné une émotion fortissime. Je les ai suivies, j'ai tout écouté, et puis j'ai dit, Jacques, je veux les connaître, je leur ai parlé. J'ai commencé à aller les enregistrer, je suis devenue amie. Il faut aller longtemps, vivre avec eux un peu pour comprendre quelque chose. Donc elles m'ont appelé, etc. Et je savais cette passion, je l'avais enregistrée et tout. Un beau jour, j'y vais, j'avais même amené un type de la télévision suisse qui voulait les enregistrer, les filmer, et des Allemands en plus. Et elle ne chante pas. Elle me dit, non, on ne chante pas. J'ai dit, mais vous êtes folle, pourquoi on ne chante pas? Et alors, je les ai cherchées une après l'autre. Je suis allée dans la ville nouvelle, parce qu'elle n'était plus au pays. J'ai cherché, je les ai ramassées. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai apporté les Suisses et les Allemands, et vous ne chantez pas. Je vous en prie, chantez. Et Cléophée m'a dit cette fameuse chose, écoute, Giovanna, cette passion ne nous correspond plus. Avant, nous étions toutes ensemble dans le pays, le village. On habitait l'une à côté de l'autre. On travaillait l'une à côté de l'autre dans les champs de la princesse. On rentrait donc cette demi-heure de Pâques en apportant les épines à la princesse. Maintenant, on n'habite plus l'une à côté de l'autre. On est dans la ville nouvelle. Mon mari fait le maréchal de police. Le mari de l'autre fait le géomètre. Et on n'a plus, nous autres, nous ne travaillons plus dans les champs de la... On a fait de l'argent, on est contente, on a une petite villa, une petite maisonnette élégante. Tu veux venir nous visiter dans nos maisonnettes? Viens. Mais on n'est plus au champ le vendredi. Et donc, et les épines? Il faudrait les commander au marché. Il n'y a plus d'épines ici, tu vois, il n'y a plus la campagne. C'est la ville désormais. Donc, pourquoi chanter ça? Maintenant, cette passion, c'est à vous de la chanter. Tu la connais mieux que nous. De la chanter dans le théâtre. Et quand elle m'a dit ça, j'ai pensé, mais elle a raison. Tout à fait raison. Maintenant, le contexte où était parti ce chant est terminé. Il faut créer un nouveau contexte pour faire repartir le chant. Et comment maintenir le chant? Comment redonner cette émotion qu'elle me donnait? Mais en piquant tous les spécifiques, les mélismes, le timbre de voix, les coupures de respiration, telles qu'elles, et les exagérer, les emphatiser, en emphatisant tout ça sur scène. Il faut toujours rendre plus grand ce qui est dans la réalité. Autrement, le public ne s'aperçoit même pas. Et alors, le public aura la même émotion que j'ai eue ce jour-là.
Et c'est pour ça que j'ai continué à le faire. Autrement, vraiment, j'aurais arrêté parce que vous avez raison à me dire, mais comment? Vous dites le contexte est très important et puis vous voilà sur un plateau. Oui, mais nous voilà sur un plateau, mais avec nos voix que vous avez entendues, qui ne sont pas les voix des autres, c'est différent. Alors justement, aujourd'hui, quel sens ça a de continuer à chercher des chants et à défendre, enfin à défendre, à chanter ces chansons-là? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est un combat politique, un combat Non, culturel? ce n'est plus un combat politique, c'est simplement une découverte culturelle que nous avons fait maintenant. Maintenant, c'est vraiment une passion pour moi qui suis musicienne, pour obtenir encore un bagaglio, un volume euh, de style, de système d'écriture et de composition qui n'existait pas dans la musique classique. Et, il y avait maintenant, dernièrement, nous avons eu finalement Arvo Pärt et Goran Bregovic qui nous ont apporté ces choses-là, les voix bulgares. Les voix siciliennes, c'est la même chose. Elles sont différentes des autres voix. Et ils nous ont fait connaître tout ça, comme moi je fais connaître ça. Et qui est une conquête, oui, conquête culturelle pour écrire encore des choses nouvelles. Capisci? Bon. Si vous avez donc rencontré, c'est la dernière question, vous avez rencontré vraiment beaucoup de monde dans toutes les régions d'Italie pour recueillir tous ces chants. Personnellement, si vous deviez retenir qu'une chose, qu'est-ce que ça vous a apporté? Oh, énormément, ça m'a apporté énormément. Parce que ça m'a apporté une vie intéressante pour moi. Je suis vieille, quand même je continue encore à faire ça parce que je ne pourrais pas arrêter. Si j'arrêtais, qu'est-ce que je fais? Je n'ai aucun intérêt. Oui, les olives, ça m'intéresse beaucoup. Les olives, cueillir les olives. Mais c'est vraiment mon intérêt. Et aller chercher encore, c'est ma passion. Et écrire encore en utilisant ces spécifiques-là, c'est encore ma passion. Faire chanter ces choses, c'est encore ma passion. Donc pour moi, c'est énorme, c'est ma vie. Je ne pourrais pas arrêter. J'espère de pouvoir continuer encore un peu. Merci beaucoup. Merci à vous.